Salut tout le monde, bienvenue à cet deuxième épisode de Dans l'enclos. Aujourd'hui, on accueille un de nos collègues. Encore une fois, on veut parler de journalisme et de tout ce qui se passe aux États-Unis, maintenant au Canada et en Europe. Donc, notre invité aujourd'hui va être Didier Orméjus. Didier, que vous connaissez, Monsieur Football à RDS, couvre notamment les activités des Alouettes de Montréal. Ouais, le sport et l'actualité ne font qu'un, comme tu viens de dire, Dan, présentement. Ouais. Donc, c'était vraiment un incontournable. On s'est entretenu un petit peu plus tôt avec Didier. Didier, première question toute simple qui me vient en tête. Avec toutes les manifestations antiracisme qu'on voit aux États-Unis depuis quoi, 2 semaines maintenant. On en voit beaucoup aussi sur les médias sociaux. Toi, comment ça va depuis 2 semaines? Ouais, ben c'est pas juste aux États-Unis, on a vu que c'est devenu, il y a des manifestations au niveau mondial, il y en a eu en Europe au cours du week-end, à Paris, à Ouais. Londres et même en Asie. Mhm. Euh, je crois, écoute, de notre vivant, on n'a jamais vu les gens se lever au niveau de la planète au complet, afin de se lever, afin de manifester contre les inégalités raciales, contre le racisme. Aux États-Unis, on avait vu ça, bon, bien sûr, tout au long de l'histoire, aux États-Unis, en particulier, bon, au cours des années 60, je me souviens des manifestations qu'il y avait eu en 1992 à la suite de l'acquittement des policiers qui avaient battu Rodney King. Ça se passait à Los Angeles. Il y en a eu au Missouri il y a environ 4 ans de ça. Donc, c'est souvent très local, peut-être sur la scène nationale américaine, mais jamais à ce niveau. Au niveau où on le voit présentement, jamais aussi longtemps, parce que comme tu l'as dit, ça fait maintenant 2 semaines. Personnellement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on dirait qu'il y a une prise de conscience qui est faite au niveau de la société en Mhm. général, comme on n'a jamais vu, en particulier chez les Blancs également. Moi, j'ai eu de mes amis blancs, de mes collègues au travail qui m'ont contacté. On a eu de bonnes conversations et il y a une prise de conscience de leur côté de certaines choses qu'ils ne réalisaient pas qu'une personne noire vit quotidiennement. Alors, il semble que les gens deviennent plus sensibilisés qu'ils ne l'étaient par le passé. Alors, naturellement, ça peut juste être quelque chose de positif en espérant que ce soit le premier de plusieurs pas qui vont amener à une amélioration de la situation en général aux États-Unis, au Canada, à travers le monde et que tout le monde, c'est ça, tout simplement que tout le monde va pouvoir, on va avoir de l'harmonie parce que tout le monde, on vit Mhm. ensemble. C'est aussi simple que ça, on partage la planète ensemble. S'il y a une injustice contre les Noirs, ben, c'est une injustice contre tout le monde. La même chose s'il y a une Mhm. injustice contre un Blanc, contre un Italien, contre un Asiatique, peu importe, c'est une Faut injustice dénoncer, peu contre importe. tous. Exactement, Tu faut sais, dénoncer, peu importe. tu sais, Didier, tu dis justement qu'on semble plus écouter ce que vous avez à dire, même de la part des Blancs, de tes collègues blancs, de tes amis blancs. Tu es un ancien joueur de foot, puis présentement, tu es journaliste. Tu sais, une grande portion de ta vie adulte, en tout cas, tu l'as passé dans le public. Qu'est-ce que tu as pu vivre? Qu'est-ce que tes anciens coéquipiers ont pu vivre que nous, qui n'a jamais été confrontés à ça, on peut pas savoir, on pouvait pas comprendre jusqu'à tout récemment? Ben, naturellement, bon, il y a le fait, bon, on parle de violence policière, de se faire arrêter par la police également. Écoute, moi, je te donne un exemple. Lorsque j'étais à l'université aux États-Unis, après une séance d'entraînement, on était quelques joueurs, on avait décidé d'aller à un restaurant où ils servaient des crêpes. Je crois que c'était le mardi. C'était 99 cents, puis c'était des crêpes à volonté. Donc, pour des joueurs de football, c'était parfait. Donc, on était allé après une séance d'entraînement et on attendait à la caisse, on faisait la file à la caisse après pour payer. Et puis là, il y avait un gardien de sécurité qui était armé. Demandez-moi pas pourquoi il y avait un gardien de sécurité armé dans un restaurant. Puis, écoute, lui, il voulait bon que ça aille plus vite, qu'on sorte du restaurant. Nous, on était restés à jaser, tout simplement. Puis, son attitude qui était très agressive, la main sur le revolver, sans absolument aucune raison. Et puis, il y avait un de mes amis, lui, bon, qui avait pas du tout apprécié la façon dont le policier nous avait Mhm. parlé. Puis là, on avait dû le retenir afin que la situation bien, s'empire pas, puis afin que le gardien de Mhm. sécurité n'utilise pas son arme à feu. Mais c'est au quotidien, c'est régulier. C'est également le manque de diversité qu'il y a également. Au niveau bon, des journalistes au Canada, au Québec, combien de fois j'ai couvert des points de presse, que je couvre des points de presse, que je couvre des séances d'entraînement, des événements. Puis là, on parle juste au Québec, dans la région métropolitaine. Puis je suis le seul journaliste noir
ou que ce soit Ouais. un match de football, que la Ouais. rencontre soit présentée à Toronto, à Regina, peu importe. Je regarde dans la galerie de presse, tous les journalistes qui sont là sont des blancs, je suis le seul qui est noir avant la rencontre lorsque je fais un tour dans la galerie de presse. Donc, c'est quelque chose qui est constant dans l'environnement de travail, tout simplement également, même pour la compagnie pour laquelle je travaille, à RDS, on retrouve ça également. Donc, il y a vraiment une amélioration à faire. Écoute, on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, on ne peut pas changer les choses mondialement du jour au lendemain, mais si on peut au moins changer les choses dans notre environnement direct, dans notre environnement de travail, dans notre société, dans la société québécoise, qui a une plus grande ouverture d'esprit afin d'amener plus de diversité dans certains domaines. Je crois que c'est important parce que combien de fois, moi, j'ai de mes amis qui sont noirs et puis ils sentent qu'ils n'ont pas les mêmes opportunités d'avancement au sein de l'entreprise dans laquelle ils travaillent comparativement avec leurs collègues de travail, leurs collègues et amis qui sont blancs. Ça, c'est quelque chose qu'on se doit d'améliorer. Puis c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de problèmes avec qu'est-ce que le premier ministre Legault a dit lorsqu'il a dit qu'il n'y avait pas de racisme systémique au Québec. Mhm. Euh, comment il peut dire ça? Quand est-ce quand est-ce Legault a été victime de racisme dans sa vie? On parle ici d'un millionnaire blanc. Qu'est-ce qu'il connaît là-dedans? C'est pas à lui de dire qu'il n'y a pas de racisme systémique. En fait, lui, qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est tout simplement se taire et écouter, inviter des gens de la population québécoise qui ne sont pas des blancs afin d'écouter qu'est-ce que eux ils ont à dire, que ce soit des Noirs, que ce soit des Arabes, que ce soit des gens, des Espagnols. Il devrait fermer sa bouche et écouter qu'est-ce que eux ils ont à dire, parce que c'est pas à lui à nous dire qu'il n'y a pas de racisme au Québec. Et Mais puis, Didier, Yann, je si trouve tu ça me vraiment permets, intéressant, puis ça me fait penser. Ben, vas-y, Dan, vas-y, je te laisse aller. si tu me permets, Didier, je trouve ça tellement intéressant que tu dis ça parce que je trouve que présentement, dans la société, on vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu à deux chapitres. Il y a le coronavirus, puis il y a tout ce qui se passe aux États-Unis, puis comme tu l'as dit, qui est devenu au Canada, puis qui est même devenu outre-mer. Puis, ce que je constate, c'est que tout le monde dit son opinion. Puis, je suis content que tu aies dit un petit peu tantôt que tu voyais une plus grande sensibilité de la part de tout le monde, mais je constate que tout le monde dit son opinion, puis très peu de personnes écoutent. Moi, j'ai grandi à Repentigny d'un père blanc, d'une mère blanche, d'une sœur blanche, dans un quartier où il y avait très peu de noirs quand j'étais petit. J'allais à l'école primaire, s'il y avait 2 ou 3 élèves noirs dans l'école au complet, Mhm. c'était ça, je peux les compter sur les doigts de ma main. Puis c'est un peu, Didier, tu viens de l'expliquer, je trouve tellement bien. François Legault n'a probablement jamais vécu ça de sa vie. Puis moi, j'en vois plein qui disent leur opinion. Puis je me dis, mais quand est-ce que tu as vécu ça? Tu as grandi à Terrebonne, tu as joué au hockey probablement avec juste des coéquipiers blancs. Est-ce que ça devient frustrant un petit peu, Didier, pour toi, de voir un peu. Parce que moi, je le vis même pas, puis je trouve ça frustrant de voir que tout le monde dit son opinion sans probablement, sans parler en connaissance de cause, hein. Ouais, ben c'est sûr que c'est très frustrant parce que ça, c'est un signe d'ignorance, tout simplement. Puis c'est pas Mhm. que les gens veulent mal faire lorsqu'ils disent ça, mais c'est de l'ignorance pure et simple parce qu'ils se mettent à parler de choses qu'ils ne savent pas. C'est comme si on parlait, on est nous trois présentement, c'est comme si les trois, on se mettait à avoir une conversation, là, notre conversation sur le sexisme. Mais il n'y en a aucun de nous Mhm. Ouais. qui, on n'est pas des femmes. On ne peut pas se prononcer là-dessus. On n'a jamais été victime de sexisme. Puisqu'on n'est pas des femmes, plus la société est faite, bon, pour les hommes principalement, d'une certaine façon. Donc, ça serait maladroit de notre part de dire présentement qu'on sait ce que les femmes vivent. Alors, c'est tout aussi maladroit pour le go de dire, de se mettre finalement dans la peau d'une personne qui n'est pas de couleur blanche et de dire qu'il n'y a pas de racisme. Et pour toute personne blanche, de dire ça. Mais encore une fois, je répète, ce n'est pas nécessairement de mauvaise foi. C'est tout Non. simplement de l'ignorance. Mais la bonne chose à mentionner, les gens disent ce qu'ils pensent depuis 2 semaines. Mais pour moi, ça, c'est une bonne chose parce que si on veut améliorer les choses, la conversation se doit d'être honnête. Elle se doit d'être honnête, d'être sincère. Puis, oui, elle va être inconfortable par moment. Mais c'est normal parce que lorsqu'on parle d'inégalité raciale, lorsqu'on parle de racisme, c'est pas un sujet de conversation facile à avoir. Oui, c'est inconfortable, mais il faut avoir ces discussions-là. Puis j'espère, puis là, bon, je ne vais pas m'acharner sur Legault, mais une fois qu'il a tenu ses propos, ben, j'espère que ça l'a mené à avoir des conversations.
avec des gens qui ne sont pas des Blancs. J'espère que ça l'amène à avoir des conversations puis que ça lui permet d'ouvrir les yeux. Mais il faut avoir ces conversations-là, puis que le fait que les gens disent ce qu'ils pensent depuis 2 semaines, même si, bon, les propos de certains peuvent être ignorants, mais je pense que c'est une bonne chose parce qu'il faut en parler, il faut que ça sorte. Une fois que c'est sorti, là, on peut en discuter. Et un qui a dit ce qu'il pensait qu'il aurait peut-être dû fermer sa bouche aussi, c'est Drew Brees. Sa première réaction là, sur le fait de manifester contre le drapeau américain, ça n'a pas vraiment été super bien perçu là, par la Ligue au complet, par le monde en général. Ses excuses, est-ce que c'est valable? Puis c'est quoi l'impact que ça a maintenant là, sur le vestiaire, sur la saison à venir, ses coéquipiers? Ouais, ben tout d'abord, écoute, on dit souvent, on dit tout le temps, tout le monde a droit à son opinion. Drew Brees a émis son opinion, qu'est-ce qu'il pensait à des manifestations, en particulier des gens qui mettent le genou au sol lors de l'hymne national. Mhm. Pour lui, il voit ça comme un affront au drapeau américain. Mais alors que de mettre le genou au sol, ben, ça n'a rien à voir avec le Exactement. drapeau américain. Colin Kaepernick a commencé à faire ça Oui, tout simplement afin de manifester de façon pacifique le meurtre de Noirs aux mains de policiers blancs aux États-Unis. Et c'est même un ancien militaire qui avait conseillé à Colin Kaepernick de mettre le genou au sol, un ancien militaire américain blanc, Nate Boyer, qui a joué sporadiquement avec les Seahawks de Seattle. Parce qu'au début de tout ça, ça que bien des gens ne savent pas. Colin Kaepernick, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'assoyait au banc durant l'hymne national. Puis Nate Boyer l'a contacté, lui a dit, écoute, je comprends que tu veux manifester, mais de t'asseoir au banc durant l'hymne national, c'est irrespectueux envers le drapeau. Il dit, moi, je te conseille de mettre le genou au sol. Parce qu'il dit, nous, en tant que militaires, lorsqu'un de nos soldats tombe au combat, bien, on met le genou au sol afin de l'honorer. Il dit, si tu manifestes de cette façon-là, je crois que ça serait plus honorable. Et puis, Colin Kaepernick, ben, il a aimé l'idée, puis c'est de cette façon-là qu'il a commencé à mettre le genou au sol. Donc, jamais ça a été pour faire un affront au drapeau américain, ça a été faire un affront aux militaires américains. C'est un militaire lui-même, un ancien soldat, qui lui a mhm. conseillé de faire ça. Pour ce qui est de Drew Brees, bon, il a présenté des excuses le lendemain, mais qu'est-ce qui est arrivé avec Drew Brees en particulier? C'est que ça a vraiment blessé ses coéquipiers, les gars. Je ne sais pas si vous avez Ouais, vu la vidéo de ouais, Malcolm ouais. Ouais. Jenkins en particulier, qui était en Vraiment, là. pleurs, puis il disait, Drew, je croyais que tu étais mon ami, euh, puis il n'en revenait pas que Drew Brees ne comprenait toujours pas, surtout avec tout ce qui se passe avec le climat actuel, pourquoi les gens manifestaient en mettant le genou au sol. Puis ça a blessé ses coéquipiers, ça a blessé ses coéquipiers noirs, mais ça a blessé également la population noire qui est très nombreuse de la Louisiane. Parce qu'il n'y a pas un cas arrière dans la NFL qui a la relation que Drew Brees a avec la communauté de la Louisiane. Drew Brees est très impliqué au sein de la communauté depuis son arrivée à la Nouvelle-Orléans. Il a vraiment aidé afin que la Nouvelle-Orléans se relève après l'ouragan Katrina. Donc, c'est Mhm. quelqu'un qui a été vraiment accepté au sein de la communauté de la Nouvelle-Orléans, en particulier de la communauté noire. Et les gens se sont sentis blessés. Lors des manifestations de la semaine dernière, à la suite de ses propos à la Nouvelle-Orléans, des gens qui scandaient, bon, F. Drew Brees. Mhm. Puis ça, jamais on se serait imaginé ça, parce que Drew Brees est tellement populaire à la Nouvelle-Orléans. Donc, tout comme Malcolm Jenkins, tout comme Michael Thomas, la population noire à la Nouvelle-Orléans, elle a grandement été déçue et blessée par les propos de Drew Brees. Puis, comme je l'ai dit, le lendemain, il a présenté des excuses. Il a même envoyé un tweet directement adressé à Donald Trump. À Parce Donald que Trump, là, ouais. Donald Trump, ouais, parce que là, Donald Trump, lui, bon, il en profitait. Il disait que, bon, ben, que Drew Brees avait raison dans ce qu'il a dit. Finalement, Drew Brees s'est rétracté. Mais écoute, je crois qu'il y a beaucoup de temps avant le début de la saison de la NFL, 6 saisons il y a. Drew Brees a déjà parlé avec ses coéquipiers la semaine dernière. Il aura parlé. Alors, je ne crois pas que ça va diviser le vestiaire des Saints une fois que la saison va commencer. Tu as effleuré le sujet de Colin Kaepernick tantôt. Si on recule, quoi, 4-5 ans en arrière, qu'est-ce que ça a 2016, je pense, ça se peut-tu? représenté 2016, ouais, si ma mémoire est bonne. Ouais. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi, Didier, le leadership dont tu as fait preuve, Colin Kaepernick, à ce moment-là? Puis est-ce que la communauté noire réalisait, avec ce qu'on sait aujourd'hui, mais réalisait à quel point ça prenait du courage, puis à quel point il a joué gros, puis il a mis sa carrière en péril, surtout avec ce qu'on sait qu'il n'a plus jamais joué après. Fait, qu'est-ce que ça représentait pour toi à ce moment-là, ce qu'il a fait?
Ouais, ben écoute, c'était très honorable, très courageux de sa part, surtout maintenant là, avec le recul, lorsqu'on voit le prix qu'il a payé pour ça, parce que ça a tout simplement bousillé sa carrière. Colin Mhm. Kaepernick n'a pas joué dans la NFL depuis. Il est maintenant âgé de 32 ans. Bon, je lisais hier qu'il continue de s'entraîner, qu'il vise un retour Ouais. au jeu cette saison, mais ça va faire 4 ans qu'il n'aura pas joué à la position de Ouais. carrière. C'est vraiment difficile, ça sera vraiment difficile. Mais même à l'époque, pour moi, c'était clair pourquoi il le faisait. Pour Ouais. moi, c'était clair pourquoi il mettait le genou au sol. Il avait expliqué clairement c'était pour manifester le meurtre de Noirs aux mains de policiers blancs aux États-Unis. Puis malheureusement, il y a des gens qui ont décidé de bousiller le message qu'il tentait de véhiculer, notamment bon, les gens qui disaient que c'était un affront au drapeau américain, c'était un affront aux militaires américains. Ça avait absolument rien à voir. Mais qu'est-ce qui est déplorable dans tout ça? Et ce que je trouvais déplorable, en 2016, c'était que le fait que la NFL, ben, elle n'appuyait pas Colin Kaepernick et également tous les autres joueurs, parce que 70% des joueurs de la NFL sont noirs, mais que la Exactement. NFL refusait justement de reconnaître pourquoi les joueurs manifestaient. Et puis ça, écoute, ça, c'était tout simplement, puis je trouvais que c'était inacceptable de la part de la NFL de faire ça à l'époque, que c'était même hypocrite. Puis là, bon, maintenant, cette semaine, le commissaire Roger Goodell, bon, il a reconnu finalement que la NFL avait eu tort en 2016 lorsqu'elle n'avait Mhm. pas appuyé les joueurs, mais dans tout ça, Goodell n'a jamais mentionné le nom de Colin Kaepernick. Donc, c'est C'est vraiment malheureux 4 jusqu'à ans ce plus jour, tard, il, Didier, il que refuse. malheureusement, Oui, on voit à quel point que c'est la NFL qui a eu l'air folle. Tu sais, Kaepernick s'est tenu debout en mettant un genou au sol. Il n'y a personne qui l'a appuyé. Puis 4 ans plus tard, malheureusement, ça prend d'autres gestes disgracieux aux États-Unis pour comprendre que c'est la NFL qui a eu l'air folle à l'époque et non Kaepernick. Mais c'est malheureusement Kaepernick qui est copé. La NFL, dans tout ça, elle fait encore plusieurs millions de dollars à chaque année. Et Kaepernick, lui, est sans emploi. ouais, et puis ça, c'est une des raisons pour laquelle la NFL n'avait pas appuyé Colin Kaepernick. Également son coéquipier à l'époque, Eric Reed, qui lui aussi mettait le Mhm. genou au sol avec Kaepernick. C'est pour des raisons financières, d'abord et avant tout. Là, du côté de la NFL, Mm. c'est comme si la NFL, elle croit que les compagnies qui lui donnent de l'argent euh, sont tout simplement, ne comprennent tout simplement pas la cause, puis ils ne voulaient pas se mettre à dos ces compagnies-là. Mais là, on regarde 4 ans plus tard, le climat a changé. On voit plusieurs compagnies qui publiquement bon, dénoncent la violence policière contre les Noirs, dénoncent le racisme. On le voit depuis 2 semaines. Donc, le climat a changé. Puis là, ben, à cause de ça, ben là, Roger Goodell, bon, là, comme je l'ai dit la semaine dernière, il a reconnu que la NFL a fait erreur en 2016. Mais il n'est jamais trop tard pour faire les bonnes choses. Mais ça aurait été bien que la NFL appuie les joueurs il y a Ouais, 4 ans. vraiment. Et même les propos de Goodell, il les a tenus après que des joueurs étoiles noirs de la NFL, aient publié une vidéo sur les médias sociaux où ils exigeaient justement que la NFL les appuie et qu'on présente des excuses à Colin Kaepernick. C'est juste à ce moment-là que Goodell, finalement, bon, il a fait une vidéo en réponse de ça. Donc, on Mhm. n'est vraiment pas proactif du côté de la NFL, Non, c'est alors qu'on encore une devrait être un réaction et non une leader. proaction. Exactement, exactement. Alors que lorsqu'on regarde du côté de la NBA, où la culture de la NBA est complètement différente de celle de la NFL, ben, il y a beaucoup plus Mhm. d'appui de la part de la Ligue au complet envers les joueurs noirs, ce qu'on ne voit pas du côté de la Ligue nationale de football. Puis ça, c'est très malheureux. Didier, notre collègue Michael Garry, que tu connais, j'imagine, j'ai écouté un reportage à Radio-Canada la semaine passée où ce qui énumérait des situations où il a été victime de profilage racial, mais disait qu'au moment de les vivre, ils n'avaient jamais vraiment dénoncé parce qu'il y a tout le temps la gang qui disent OK, ben là, tu rattaches tout au racisme, puis ça n'a peut-être pas rapport, puis ci, puis ça. Toi, personnellement, avec tout ce qu'on voit, avec tout le mouvement de dénonciation, avec les manifestations, est-ce que tu sens que tu es plus libre d'en parler? Tu te sens-tu plus à l'aise de le dénoncer? Tu sais, même, tu as fait de quoi toi-même de courageux tantôt en reconnaissant puis en nous expliquant
que des journalistes noirs sur les tribunes de presse, il y en avait très peu au Canada. Est-ce que tu te sens plus libre, et est-ce que la communauté noire, tu penses qu'elle se sent plus libre de dénoncer puis d'en parler avec tout ce qu'on voit présentement qu'il y a juste un mois environ? Écoute, je ne peux pas parler au nom de toute la communauté noire du Québec. Je peux parler en mon nom, au nom des gens dans mon entourage, de mes amis également. Oui, personnellement, oui, moi, je me sens plus à l'aise d'en parler dans le climat actuel. Puis je sais que c'est la même chose du côté de mes amis également qui sont noirs. Euh, Parce que si là, on n'en parle pas, quand est-ce qu'on va en parler, les gars? Ouais. Ouais, Comme on disait exactement. tout à l'heure, là, on voit quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant, de voir autant de gens se lever contre le racisme, contre les injustices raciales à travers le monde. Alors, si c'est pas maintenant, ben ça va être quand? Si c'est pas maintenant qu'on peut parler des choses qu'on vit depuis toujours. Tu sais, tu disais tout à l'heure, Daniel, bon, à l'école, quand tu as grandi, il y avait peut-être 4 5 noirs dans l'école au Mhm. complet. C'était la même chose pour moi dans les écoles où je suis allé, que ce soit au primaire, au secondaire. On n'était pas beaucoup de noirs. Je crois lorsque j'ai gradué du secondaire 5, j'ai gradué en compagnie de 2 ou 3 autres noirs là, seulement là, à la polyvalente Anjou à l'époque. Alors, c'était vraiment pas beaucoup. Donc, de constamment d'être en minorité, ça pèse lourd, ça pèse lourd. Parce que tu sais jamais qu'est-ce que les gens y pensent. Puis c'est difficile lorsque tu es dans un environnement et que tu es le seul où il y a juste 2, 3 personnes qui ont la même couleur de peau que toi. C'est très difficile à ce moment-là. Ben, comme je te dis, si c'est pas maintenant, ben, je vois pas un meilleur moment justement pour en parler puis pour partager avec nos amis blancs qu'est-ce que nous on vit quotidiennement ou du moins régulièrement afin que nos amis blancs soient au courant de Ouais. notre réalité et afin qu'ils puissent nous aider parce que je le répète, on est tous ensemble là-dedans. On ne peut pas régler ce problème. C'est pas aux Noirs de régler ce problème-là, surtout pas parce que ce sont les Noirs qui sont victimes euh, de ce problème. Mais ça prend l'aide des Blancs, ça prend l'aide de tout le monde, ça prend une prise de conscience afin d'améliorer les choses. Et pour améliorer les choses, il y a des gestes qui sont posés là. Dans la NFL, lorsque la reprise des activités va commencer, est-ce que tu t'attends justement à ce que plusieurs Blancs posent des gestes de protestation pendant les hymnes nationaux, comme Kaepernick l'a fait avec son genou au sol, par exemple? Ouais, ben écoute, moi je crois que de mettre le genou au sol, là, ça ne sera pas comme il y a 4 ans. Je crois que ça va être tout le monde qui va le faire. Bon, tout le monde. Peut-être pas tout le monde, je crois, Ouais. parce que là, il ne faut pas être Une naïf bonne non partie plus, des là. joueurs. Ouais, je crois qu'une bonne partie des joueurs vont le faire, mais il ne faut pas oublier, les gars, aussi, il y a plusieurs façons de manifester, hein. De mettre le genou au sol, Mhm. c'en est une autre. Mais en même temps, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière les portes. Si des joueurs vont voir, des joueurs noirs ou des joueurs blancs, vont voir le propriétaire de leur équipe afin de leur dire, bon, il y a certaines choses qu'on n'aime pas ou certaines choses qu'on croit qui devraient être améliorées, ou si des joueurs noirs ou blancs s'impliquent au sein de leur communauté afin d'essayer d'améliorer les choses. Ça aussi, ça a une très grande valeur. Ça aussi, ça a une très grande importance et peut-être même, encore une fois, une plus grande importance. Donc, il ne faut pas juger les gens nécessairement parce qu'ils ne mettent pas le genou au sol. Peut-être pour eux, ils ne se sentent pas à l'aise de le faire, de mettre le genou au sol pendant l'hymne national, parce que pour eux, l'hymne national, c'est un moment qui est très important. Peut-être que le drapeau américain, pour eux, c'est très important, mais peut-être qu'ils font d'autres choses qu'on ne voit pas également afin d'améliorer la situation. Mais non, il n'y a aucun doute que ça ne sera pas comme en 2016. Je ne crois pas qu'il va y avoir une controverse comme il y a eu en 2016 lorsque les joueurs vont mettre le genou au sol, si jamais ils décident de le faire lorsque la saison de la NFL va commencer. Didier, ben, c'est vraiment inspirant de t'entendre. Puis moi, je suis content, je suis vraiment content qu'on t'ait eu comme invité aujourd'hui parce que justement, ça revient un peu à ce qu'on disait aujourd'hui. Ça fait du bien d'écouter quelqu'un qui a vécu ça à place de tout le temps dire son opinion. Maintenant, si on allait un petit peu plus dans la légèreté et on parlait de ton parcours journalistique, tu as Tout aussi joué au inspirant. football. Tout aussi inspirant, bien sûr. Tu as joué au football dans la NCAA, tu as étudié en communication. J'imagine que tu rêvais d'être un joueur de foot professionnel. Mais à quel moment l'idée de devenir journaliste puis l'idée de travailler, du moins l'idée de travailler en communication est apparue là, dans ton esprit?
Ouais, ben écoute, moi j'ai étudié en communication, c'était un peu par défaut. J'ai commencé en OK? administration, mais moi les mathématiques, moi les chiffres, ça a jamais vraiment fonctionné. Alors j'étais toujours un peu dans le bon On programme. est deux. C'est là que Ouais, toi aussi, bon. C'est comme ça que je me suis retrouvé en communication, ouais, jusqu'à ce jour. Moi les chiffres, là, ça va pas ensemble. Mais fait que c'est comme ça que je me suis retrouvé en communication, mais pour répondre à ta question, quand est-ce que j'ai décidé de travailler dans les médias, ça s'est fait sur le tard. J'ai été repêché par les Eskimos d'Edmonton en 2003. Mhm. J'avais été retranché lors du camp d'entraînement. Puis là, bon, le moment était venu de passer à autre chose, de se trouver un vrai emploi. Puis c'est un Mhm. ami qui m'a recommandé, un ami que j'avais à l'époque qui travaillait dans le domaine des communications, Marc Denoncourt, travaillait en radio notamment à l'époque, qui lui m'a conseillé de travailler en communication. Il me disait, ben écoute, je pense que tu pourrais travailler, tu sais, comme journaliste sportif, tu as les connaissances, tu t'exprimes bien, tout ça. Puis moi, c'est jamais Ouais. quelque chose à laquelle j'avais pensé. Alors, c'est lui qui m'a mis cette idée-là en tête. Puis bon, c'est de cette façon-là que j'ai commencé mon cheminement. J'ai effectué un retour aux études. Également, je suis allé à l'école ProMédia afin d'aller me chercher une base solide. J'ai fait de OK. la radio communautaire. Également de la radio communautaire, j'ai fait de la radio pour Radio-Canada francophone, mais à Toronto dans le temps. Donc ça, pour me faire la main, puis tout ça, c'était en même temps que je travaillais à RDS derrière la caméra en tant que statisticien, recherchiste, auxiliaire à la production, tous des postes que vous avez fait vous Ouais. aussi dans la salle des nouvelles à Ouais. vos débuts à RDS. Ben, moi aussi, j'ai commencé là en plaçant les cassettes sur les tablettes dans le temps. Mais donc, c'est ça. Fait que, mais pendant ce temps-là, bon, je continuais d'aller à l'école, comme je le disais, afin d'acquérir de l'expérience, de faire de la radio communautaire. Puis lorsque finalement j'ai eu une opportunité en ondes à RDS, pour la première fois, ça a été en 2006, lors du repêchage à la NFL en 2006. On a diffusé le repêchage pour la première fois sur les ondes de RDS. On cherchait quelqu'un qui pouvait venir parler des espoirs en vue du repêchage. Puis j'aurais dit, ben, regardez, je peux le faire. Et puis, heureusement, on a décidé de me donner une chance. Et puis, ça a bien été. Et l'automne suivant, on a commencé à diffuser les matchs du lundi soir sur les ondes à l'époque de RIS. Puis Mhm. Yannick, tu te souviens de RIS, tu étais là dans la salle des Ouais, nouvelles. ouais. Puis on a commencé à présenter les matchs du lundi soir. Donc, il y avait un projet d'avoir une émission d'avant-match. Puis, je cherchais des gens afin d'y participer. Puis, on m'a demandé si ça m'intéresserait. J'ai dit oui. Puis, de fil en aiguille, comme ça, j'ai commencé à animer également cet automne-là sur les matchs de football le dimanche sur les ondes de RDS. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait mon chemin par la suite. Mais tu sais, tu l'as joué la game, tu la connais, tu étais sur le terrain, tu as joué à un haut niveau. À quel point tu penses que Ouais. ça t'aide dans ton métier, justement, là, peut-être d'avoir une meilleure relation, peut-être avec les athlètes, justement, tu sais, quand tu interviews le carrière des Alouettes ou le O-line ou peu importe, il sait que tu as joué la game, tu as le gabarit, premièrement, là, ça paraît un peu. Tu sais, donc il sait que tu as joué la game puis que tu connais la game. À quel point ça Ça t'aide t'apporte une dans la relation avec crédibilité. tes athlètes? Ouais. Ouais, ben, c'est sûr, ben, Daniel vient de dire le mot crédibilité. Je pense que ça amène effectivement une crédibilité. Lorsque tu parles à l'athlète, euh, puis il sent par tes questions ou par les sujets que tu abordes avec lui, il peut Ouais. voir que tu as joué. Tu n'es pas obligé Ouais. de dire hey, j'ai joué au football. Juste en lui parlant par les questions, il va déceler très rapidement que tu as déjà joué. Mais ça se communique également avec d'autres athlètes d'autres sports. Bon, naturellement, là, c'est sûr que je suis associé au football, c'est qu'est-ce que je couvre à RDS. Mais au début, lorsque j'ai commencé à RDS, comme reporter dans la salle des nouvelles, vous le savez comment c'est, vous faites le même travail. On est affecté à couvrir différents sports. On va couvrir un point de presse portant sur le ski alpin, peu importe le sport, Mhm. sur le soccer, à l'impact. Donc, le fait d'avoir pratiqué du sport à un certain niveau, bon, ça peut aider à établir une certaine connexion avec les athlètes. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, même si ce n'est pas des athlètes du sport que moi j'ai pratiqué. Tu sais, des fois, je trouve aussi que dans le domaine de la communication puis du journalisme, évidemment que c'est important de bien s'exprimer, c'est important de bien passer en ondes, mais j'ai comme l'impression que des fois, on oublie le côté culture générale sportive, puis le côté de connaître son sport. Puis tu sais, Didier, sans nommer de nom, là, je suis certain que tu en as déjà vu dans des points de presse qui ont peut-être été
parachuté par l'employeur au point de presse, puis qui pose une question, puis tu te retournes en me disant qu'est-ce que tu viens d'y demander là? J'ai l'impression que des fois, c'est une portion du métier qu'on oublie à quel point c'est important. Puis toi, c'est certain quand tu arrives. Puis tu sais, c'est pas juste d'avoir de la crédibilité. Je suis certain que tu es à l'aise aussi de challenger un entraîneur parce que tu es capable de te backer. Si tu as les connaissances pour te backer, tu as les connaissances pour savoir que c'était pas supposé de fonctionner. Fait que ça, c'est sûr que c'est un atout pour toi. Ouais, non, c'est sûr, au point du football, il y a des choses que je peux voir durant un match qu'un autre journaliste va pas voir. Un autre Ouais. journaliste qui n'a pas joué au football, il va pas voir, ça c'est certain. Mais tu sais, tu parles des journalistes bon, qui sont parachutés pour aller couvrir un sport, pour aller couvrir un point de presse. Mais également, c'est la responsabilité du journaliste de se préparer Oui, également. c'est Et vrai. d'autant plus, peu importe, même si c'est un sport que tu es à l'aise de couvrir, moi je me prépare, même si le football, bon, j'ai joué au football, mais je me prépare quand même. Mhm. Ouais. Avant d'aller à un entraînement, de couvrir un entraînement des Alouettes, j'arrive là, puis j'ai déjà mon idée de qu'est-ce que je veux parler, des questions que je veux poser. Donc, il y a une préparation qui se fait avant l'entraînement que je vais couvrir, le point de presse ou la rencontre. Alors, c'est la même chose pour tout journaliste, d'autant plus si c'est pas un sport qu'on n'a pas pratiqué, c'est pas un sport avec lequel on est à l'aise. Il faut avoir une préparation. Ça, c'est tout simplement d'être un professionnel dans qu'est-ce Ouais, qu'on c'est fait. vrai. On m'a déjà couvert à un moment donné, on m'avait parachuté justement pour aller couvrir la venue d'un nouveau joueur avec l'Impact il y a quelques années de ça, parce que justement, j'étais au Parc olympique déjà, je couvrais un entraînement des Alouettes, puis peut-être une demi-heure après la fin de l'entraînement des Alouettes, l'Impact tenait un point de presse afin de présenter ce joueur-là. On m'a parachuté là-bas. Bon, ben parfait. Avant de me rendre au point de presse, j'ai sorti mon téléphone, j'ai fait des recherches sur ce joueur-là pour savoir qui il était, pour quelle équipe il avait joué auparavant, de quel pays il venait. Et puis, ça m'a permis, bon, de lui poser, je crois, ce qui était des bonnes questions, malgré le fait que Ouais. j'avais aucune idée de qui il était. Donc, ça, c'est d'être professionnel dans notre travail de journaliste, d'être préparé. Ça, il n'y a pas d'excuse pour ça. Puis c'est pour ça, des fois, lorsque, justement, comme tu dis, quand tu entends quelqu'un qui pose une question, puis des Ouais. fois, tu te dis, mon Dieu, c'est quoi cette question-là? Moi, j'ai cette réaction-là quand je sais c'est à cause la personne ne s'est pas préparée. Ça peut arriver qu'un journaliste va poser une question, bon, puis c'est à cause qu'il ne connaît pas le sport en tant que tel, le football en tant que tel. C'est correct. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis même, si la question est posée à Carrie Jones, entraîneur-chef des Alouettes, ben, lui, c'est un homme qui est passant. Il sait que c'est pas tout le monde qui connaît le football à fond, mais quand quelqu'un pose des questions, puis clairement qu'il n'est pas préparé, puis dans sa question, clairement, il ne sait pas contre qui les Alouettes ont joué leur dernier match. Je vous donne un exemple concret. C'était un point de presse des Alouettes il y a des années de ça, puis il y a un journaliste qui arrive, puis il me demande, ah ouais, c'est les Alouettes, je crois qu'ils avaient joué contre les Tiger Cats de Hamilton. Puis avant que la disponibilité média commence, il me demande, ouais, là, les Alouettes ont joué contre les Tiger Cats combien de fois cette année? C'est comme, c'est pas à moi de te dire ça. T'es pas capable de sortir ton téléphone, d'aller regarder le calendrier des Alouettes, puis voir, ah, ben, ils ont déjà joué 2 fois contre Hamilton. Ça prend littéralement 30 Ouais, secondes de ouais. faire ça. Donc, clairement, Puis, cette tu sais, de la personne-là elle me disait qu'elle préparation, n'était pas Didier, c'est préparée. tellement important. La préparation est tellement Oui, importante parce qu'en plus, tu as couvert une équipe quand même qui en a arraché dans les dernières années. Hein? Tu sais, tu es sur le beat des Alouettes. ouais. Les Alouettes, ça fait longtemps ils ont participé aux séries. Ils ont pas eu, mettons, une fiche exceptionnelle au cours des dernières années. Puis Ouais, la ma fiche gagnante préparation, tu en l'année as passée, besoin Yannick. Faut pas justement. oublier Là. ça. Non, c'est Oui, ça. non, Mais la absolument. Mais préparation, tu faut en pas as oublier, les besoin Alouettes pour ont te participé aux réinventer. éliminatoires, ouais. Oui, non, non, ben c'est ça, oui. Ça a été un défi de couvrir les Alouettes lors des dernières années pour Ça doit. différentes raisons. Mais comme tu l'as dit, le fait que l'équipe ne gagnait pas, mis à part la saison dernière, bon, les Alouettes ont terminé avec une fiche de 10 victoires, 8 défaites, participé aux éliminatoires pour la première fois en 5 ans. Ça, c'était tout à fait génial d'avoir l'occasion de couvrir cette saison-là. Mais les saisons précédentes, oui, effectivement, lorsque l'équipe perd, je crois que l'équipe a une séquence de 12 défaites sur Et deux c'est long, saisons longtemps, là, là. la saison, je crois, de 2017 à 2018. Peut-être Mhm. que je me trompe, là, je sais pas, mais c'était long. Puis là, à un moment donné, tu sais plus quoi demander là, Ouais. Ah. lorsqu'on arrivait face à face avec Mike Sherman après les matchs. Là, c'est comme bon, 9e défaite de suite, c'est qu'est-ce qu'on lui demande? Puis les défaites étaient constamment. L'équipe perdait tout le temps de la même façon.
Donc, écoute, on ne savait plus quoi lui demander, mais c'est là, ouais, ça prend de la préparation. Il faut que tu portes attention à qu'est-ce qui se passe durant la rencontre, parce qu'il y a tout le temps quelque chose de différent qui s'est passé, même si l'allure de la rencontre semble avoir été le même que les matchs précédents, il y a tout le temps quelque chose. En tant que journaliste qui couvre le match, ben, c'est à toi à trouver justement cette nuance qu'il y a comparativement à la défaite de la semaine précédente. Tu sais, Didier, tu couvres. Tu sais, inévitablement, tu couvres les mêmes athlètes semaine après semaine. Tu es impartial dans ton métier. Évidemment que tu ne prends pas pour les Alouettes quand tu es sur la tribune de presse, mais il y a certaines relations que tu crées avec un gars que je pense, Luc Brodeur-Jourdain, que tu as couvert, tu dois avoir couvert pratiquement toute sa carrière, si ce n'est pas toute sa carrière, avec les Alouettes. Comment c'est de combiner l'objectivité de couvrir les Alouettes à tout le temps avoir à poser des questions à quelqu'un que tu as créé des liens avec, sans qu'ils soient amicaux, mais des liens professionnels? Comment c'est de combiner l'impartialité à je vais aller te poser des questions négatives cette semaine, la semaine prochaine, puis l'année prochaine, puis l'autre année d'après? C'est pas facile, j'imagine, à jauger entre les deux. Non, non, c'est pas facile, mais ça en vient au respect, je crois. Tu as OK. mentionné le nom de Luc Brodeur-Jourdain. Luc, bon, il a été un joueur exceptionnel sur le terrain. Je pense que également la majorité de ses anciens coéquipiers ont trouvé qu'il a été un coéquipier exceptionnel également. Ouais. Euh, mais je sais qu'il a également été incroyable au niveau des relations avec les médias. Parce que Luc, c'était un joueur qui comprenait qu'en tant que Québécois, ben, il avait une responsabilité d'être disponible pour les médias. En tant que Québécois, en tant que joueur francophone, il avait une responsabilité de répondre aux questions des médias, autant après des victoires qu'après des défaites. Puis il a toujours été disponible, puis c'était pas facile, parce que comme je disais, surtout durant les dernières années de sa carrière, l'équipe ne gagnait pas régulièrement. Il y a eu des saisons qui étaient vraiment très, très, très difficiles. Mais Luc était toujours disponible pour nous donner des vraies réponses, euh, des fois même avec les larmes aux yeux Ouais. après des Ouais. défaites. Ouais, c'est Puis vrai. on parle de défaites là, en saison régulière, là, parce qu'il était tanné de perdre, parce que l'atmosphère était très lourde au sein de l'équipe. Personne aime perdre. Les journalistes qui couvrent l'équipe, peu importe ce que certains gens de l'organisation, qui faisaient partie de l'organisation à l'époque, pensaient, les gens qui couvrent l'équipe ne souhaitent pas voir l'équipe perdre. Oui, on est impartial, mais parce que ça devient lourd pour nous aussi. Lorsque Ben ouais, l'équipe c'est perd, ça. parce que l'atmosphère devient lourde. Puis il est arrivé un certain moment là, du côté des Alouettes, surtout la saison 2018, où l'atmosphère était carrément toxique là, au sein de l'équipe. Pour les membres des médias qui couvraient l'équipe, c'était vraiment pas facile. On faisait la vie dure aux gens des médias. Il y en a même qui ont été victimes d'intimidation. C'était vraiment pas beau, là, qu'est-ce qui se passait au sein de l'organisation. Heureusement, tous ces gens-là ne sont plus là, Mhm. heureusement. Mais ça pour dire, ça en vient au respect. Ça en vient au respect, au lien que tu crées en couvrant les joueurs, en étant respectueux envers eux. Si tu es respectueux envers eux, je crois qu'ils vont tout, le respect ben, va te revenir également de la part des joueurs. Bon, moi, Didier, là, je pense que c'est le temps justement là, d'essayer de te rendre la vie dure. Et dans Bon, l'enclos que Dan et moi, ben, on termine toujours nos entrevues avec des questions en rafale. OK? Donc, on te pose des questions une après l'autre. On veut des réponses rapides. Ça te va? OK, OK, on va OK, l'essayer. regarde. On va commencer ça. Didier, tu es un grand fan de musique. L'artiste décédé que tu aurais aimé voir. Que j'aurais aimé voir en concert. Ouais. Oui, Ouais, ok, tu me dis, faut que je, ah, mon Dieu, tu me dis, faut que je te dise ça rapidement, là, mais c'est pas facile, rapidement. là, côté musique. Ah, côté musique, écoute, je vais y aller avec Michael Jackson, tiens. Je vais y aller avec Michael Parfait. Jackson. Parce que, Mhm. bon, on connaît tous ses chansons, mais également, tu sais, moi, ce que j'aime voir en personne, c'est des performances. C'est de voir quelqu'un qui chante, qui danse. Je me souviens, là, au Super Bowl, il y a quelques années, Bruno Mars était là. Puis c'était Ouais. tellement impressionnant de le voir. Il arrive, il chante, puis là, il se met à danser, puis il danse, puis c'est vraiment incroyable. Tu sais, clairement, lorsqu'il danse, bon, lui, il est inspiré par Michael Jackson, par James Brown. Mais là, après ça, il s'en va au drum, puis il commence à jouer du drum. T'es C'est comme, mais vrai. voyons, il y a rien qu'il peut pas faire, ce gars-là. Tu sais, moi, ça me dépasse complètement de voir quelqu'un qui chante, qui danse de cette façon-là, puis qui est capable de jouer un instrument de musique, tout ça en l'espace de 3 minutes à peu près. Non, c'est vraiment impressionnant, mais oui, ben, j'irai avec Michael Jackson, tu sais.
Didier, les gens à la maison ne savent peut-être pas, mais tu fais très, 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 très attention à ton Oui. alimentation. Quand les restos vont rouvrir, Ça là, n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas ça toujours va été le cas, par exemple. quand les restos vont En rouvrir, vieillissant, tu te rends compte que tu n'as pas le choix. Ouais. le premier resto que tu vas aller, Premier resto que je vais aller, écoute, ça va rien de fancy, je pense. Ça va être d'aller. Moi, j'aime les déjeuners. OK, j'aime les déjeuners, j'aime les crêpes. Fait qu'aller dans un restaurant, commander une grosse omelette avec un side de crêpes, de pancakes. Là. Je parle pas de crêpes, je parle de pancakes là, épaisses au bleuet. Ouais. Ouais, ça serait ça, ouais. on voit tout, là, ça paraît. Là. Hey, Ouais. Didier, Ça demain, ou tu un as la bon chance steak, y a de te rien qui bat lancer un le bon ballon. steak, moi. Vas-y, excuse-moi. Non, j'ai dit ça ou un bon steak, y a rien qui bat un bon steak là, comme repas pour moi. Là. Demain, tu as l'occasion, tu as la chance de te lancer le ballon soit avec Jerry Rice ou Joe Montana. Lequel des deux tu choisis? J'ai allé avec Jerry. Je suis un gros fan de Jerry Rice quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup Montana, mais je préférais Steve Young, étant donné que Young était mobile. Steve Young, c'est mon carrière favori dans l'histoire. Mais j'irai avec Jerry Rice. Puis c'est drôle, c'est parce que, écoute, c'est la semaine dernière. On a beaucoup de temps libre. Puis Ouais. je regardais un documentaire sur Jerry Rice que j'avais déjà vu, mais que j'ai écouté encore une fois de NFL Films. Puis ouais, moi j'étais un grand fan de Jerry Rice quand j'étais jeune, même si je jouais en défense. Mais Rice était tellement tout un joueur. Tu regardes juste ses statistiques, comment il est en avance sur tous les autres receveurs de passes dans l'histoire de la NFL, que ce soit en termes de verges gagnées, réceptions, touchés. Tu sais, il y a des gens qui disent Ah, Randy Moss est le meilleur receveur de passes de l'histoire. Tu sais, je suis un grand fan de Randy Moss également, mais Jerry Rice, c'est probablement le joueur le plus proche qu'on a eu de Michael Jordan dans la NFL, du moins moi que j'ai vu, par son OK. éthique de travail, par à quel point il était très, très, très compétitif, également à quel point il était toujours à son mieux lors des matchs importants. Regardez les statistiques de Jerry Rice lors des matchs du Super Bowl. Écoute, c'est tout à fait incroyable à quel point il a été productif lors de ces matchs-là. Didier, prochaine question. Quel sportif a le plus bel afro de l'histoire? Mort ou vivant? Ouais, mon vent. Écoute, je vais y aller avec moi, Mean Joe Green, l'ancien plaqueur, étoile des Steelers de Pittsburgh, rouage important du Steel Curtain au cours des années 70. Puis c'est la combinaison d'afro et de barbe que Mean Joe Green avait. Écoute, il avait son afro qui était sensationnel, mais sa grosse barbe noire qui était de toute beauté. Jusqu'à ce jour, là, tu le vois, là, gars, ça fait un bout, là, je me suis pas rasé, puis je suis pas capable d'avoir une belle grosse barbe comme ça. En plus maintenant, j'ai plus beaucoup de cheveux comme j'en avais. Mais non, Mean Joe Green, c'est lui mon choix. Le joueur des Alouettes que tu as le plus aimé interviewer. Ben écoute, j'ai mentionné Luc Brodeur-Jourdain, c'est sûr qu'il fait partie de cette catégorie-là. Ça, il n'y a aucun doute Luc est en tête de liste. Euh, Peut-être d'autres joueurs qui sautent moins aux yeux. Il y avait l'ancien demi-défensif Gerald Brown, qui était Mhm, ouais. toujours très généreux de ses réponses. Ben, mon collègue et ami de maintenant, Mathieu Prou, euh, était également toujours disponible. Lui, Étienne Boulay à l'époque. C'en est d'autres, ce joueur québécois qui comprenaient qu'ils avaient une responsabilité de répondre aux questions des médias, étant donné qu'ils étaient des joueurs québécois et francophones. Je te dirais, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Là. Là, j'ai parlé bon, des joueurs francophones de Gerald Brown. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais écoute, là, il n'y a pas de nom qui me vient en tête naturellement, mais ça, c'est un Tu as aspect, nommé par les contre, bons. que j'aime de mon travail. Ouais, mais c'est un aspect que j'aime de mon travail, c'est que les joueurs de la Ligue canadienne sont accessibles. Ouais. Écoute, là, puis des Alouettes, de toutes les années depuis que je couvre les Alouettes, il y a juste deux joueurs que je te dirais qui me viennent en tête, euh, que de les interviewer. Ça n'avait pas été très agréable, disons, là. Puis je pense que c'est comme ça pour tous les membres des médias qui couvraient l'équipe. Mais deux, parmi tous les joueurs qui ont porté l'uniforme des Alouettes depuis que j'y couvre, là, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup, là. Les joueurs sont toujours très gentils, très respectueux à notre égard dans l'ensemble.
Moi, pour la prochaine question, Didier, j'ai une petite idée de la réponse. Si tu n'es pas à l'aise de nous répondre, tu nous dis passe. Le Ah, joueur boy. ou le membre des Alouettes, on va dire le plus désagréable ou qui t'a donné le plus de fil à retordre dans le cadre de ton travail? Ah, écoute, ben, comme je l'ai dit, écoute, moi, il y a deux joueurs. Ça a été deux gros noms là, qui sont venus à Montréal, qui semblaient pas intéressés plus que ça de répondre aux questions des médias qui couvraient l'équipe à l'époque. Puis c'est pour des raisons différentes. Il y a eu Michael Sam et Chad Johnson. Michael Ouais. Sam, on connaît son histoire. Il a été le premier joueur de football professionnel euh, qui était, euh, qui était, Déclarer son juste homosexualité. Ouvertement homosexuel. ouais, c'est ça, ouvertement. Bon, c'est le mot que je cherchais, oui, qui a déclaré ouvertement qu'il était homosexuel. Il s'est amené avec les Alouettes, mais dès le premier entraînement, on voyait sur le terrain que ça lui tentait pas. Ouais. Qu'il n'était pas intéressé. Probablement qu'il n'était pas en forme d'abord et avant Ouais. tout. Il venait de participer à l'émission Dancing with the Stars. Puis clairement, il est arrivé, il n'était pas en forme. Puis nous, on avait tous hâte de parler à Michael Sam, parce que son histoire était tellement extraordinaire. Puis on voulait que ça fonctionne pour lui au sein de la Ouais. Ligue canadienne, que ça fonctionne avec les Alouettes. On souhaitait le voir connaître une belle carrière parce qu'on reconnaissait tous que c'était pas facile, que c'était courageux de sa part d'avoir partagé avec nous le fait qu'il était homosexuel, mais il n'était pas commode à interviewer, malheureusement. Il n'était pas commode à interviewer. L'autre joueur, bon, c'était Chad Johnson. Chad Johnson, que tout le monde on aimait lorsqu'il jouait dans la NFL avec les Bengals de Cincinnati. On le voyait rigoler sur les lignes de côté, tout ça. Puis on se disait, bon, ben, ça va être génial, on va avoir l'occasion de couvrir Chad Johnson. On se disait, ben, il va être généreux de son temps avec les médias, tout ça. Puis ça n'avait pas été le Pas cas. tout. C'est plus souvent qu'autrement. Ah, écoute, on demandait pour l'interviewer, puis il ne voulait pas. On passait par l'entremise des gens des communications du côté des Alouettes, puis il refusait de se faire interviewer. Il disait, ben écoutez, j'ai rien fait, j'ai pas attrapé de passe aujourd'hui à aller parler à d'autres joueurs. Il nous le disait de façon polie, mais c'est juste, Mhm. moi je m'attendais à plus de sa part, là, comme tout le monde. J'étais impressionné par Charles Johnson parce qu'est-ce qu'il avait accompli dans la NFL. Puis là, quand il s'est amené à Montréal, bon. Mais ces deux joueurs-là n'ont pas été là longtemps non plus, hein. Effectivement. Non, Didier, tu as eu la chance de couvrir plusieurs Super Bowls au cours des dernières années. Lequel a été le plus marquant pour toi? Je te dirais, écoute, ben, le Super Bowl qui a été le plus plaisant à couvrir, c'était celui à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, ça m'avait impressionné. Premièrement, la température. Parce que moi, je suis vraiment pas un fan des Super Bowls qui ont lieu dans le Nord. Les Super Bowls comme il y a eu il y a quelques années à Minneapolis. Écoutez, les gars, lorsque j'étais à Minneapolis, j'étais là avec avec le caméraman Renaud Bérubé, puis je me souviens, durant la Ouais. semaine, on regardait nos téléphones, puis on comparait la température qu'il y avait à Minneapolis puis à Montréal, puis il faisait plus froid à Minneapolis qu'il faisait à Montréal. Donc, ça, c'est un signe que le Super Bowl n'avait pas d'affaire d'avoir eu lieu là. Mais je te dirais la Nouvelle-Orléans, parce que tout ce que la ville a à offrir, bon, comme je l'ai dit, la température, mais également les L'ambiance. restaurants. Ouais. L'ambiance, exactement. Tu te promènes dans le quartier français, il y a toujours de la musique, il y a des gens qui jouent de la musique dans les rues, mais également dans les restaurants, puis les fenêtres des restaurants sont ouvertes. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes déjà allé à la Nouvelle-Orléans, vous? Non, c'est un de mes Pas eu rêves la d'aller chance, à non. Nouvelle-Orléans. Ah non, non, c'est vraiment, si vous avez la chance d'y aller, c'est vraiment quelque chose. Donc oui, l'ambiance qu'il y avait, je dirais que ça a été mon Super Bowl favori à couvrir, celui à la Nouvelle-Orléans. Toute la semaine, il a fait beau, on a bien mangé. Oui, on travaillait de longues journées, mais c'était vraiment plaisant justement en raison de l'atmosphère qui régnait. C'est une ville de fête, la Nouvelle-Orléans, on est habitué d'accueillir de gros événements, pas juste bon avec Mardi Gras, mais il y a tout le temps des gros événements sportifs qui ont lieu au Superdome. Donc, c'était très bien, très, très bien organisé. Puis en Didier, passant, si tu c'était le n'avais pas Super fait Bowl qui avait mis aux prises les Ravens aux 49ers. Ça avait été une victoire de Baltimore. Ouais. Ouais. Si tu n'avais pas été ni un joueur de foot, ni un journaliste, qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme métier? Um, Écoute, quelque chose en relations publiques, c'est ce que j'avais OK. en tête avant de commencer à travailler dans le domaine, étant donné que j'avais étudié en communication. Ouais, quelque chose au niveau du domaine des relations publiques, mais
suis très heureux de la façon que les choses ont finalement tourné parce que je suis pas je suis pas un gars de bureau, je suis pas un gars de 9 à 5. Ouais. Didier, tu aurais la chance d'interviewer un de ces deux pionniers dans le monde du sport, juste un des deux, Mohamed Ali ou Jackie Robinson? Bonne question. Ben, écoute, ouais, parce que les deux représentent tellement beaucoup. Exact. Puis c'est sûr que j'ai eu des pensées pour les deux, puis on voit sur les médias sociaux, avec tout ce qui se passe, très souvent, bon, on leur voit Ouais. des vidéos, que ce soit de Ali ou de Jackie Robinson ou des extraits d'entrevues qu'ils ont donnés à l'époque. Je vais y aller avec Mohamed Ali, parce que Mohamed Ali, quand tu regardes les entrevues qu'il donnait, je veux dire, il n'y avait personne qui était C'est du aussi bonbon. divertissant que lui, là. Ben oui, c'est ça, c'est du bonbon, là. C'est du bonbon, puis euh, écoute, le nombre de sujets que tu pourrais aborder avec lui durant une conversation, que ce soit sur qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, mais il avait juste l'air d'être un bon vivant aussi. Donc, ouais, Mhm. ça serait Mohamed Ali, aucun doute là-dessus. Dernière question, Didier. Question. Dans l'enclos, tu as rencontré une tonne de joueurs de football, évidemment. Le joueur de baseball que tu aurais aimé interviewer, rencontrer ou souper avec, mort ou vivant? Euh, ben, mon joueur favori, parce que moi j'ai grandi, je suis un gros fan des Expos, là. J'étais Mhm. un grand fan des Expos. J'ai eu le cœur brisé en 94 lorsqu'il y a eu la grève, qu'on n'a pas terminé la saison. Je me souviens avec mes amis, moi j'ai grandi à Anjou, dans l'est de la ville, donc pas loin du stade olympique. Les soirs d'été qu'on n'avait rien à faire, ben, let's go, on prenait le métro, on allait au stade olympique, les billets à 5 $, puis après ça, on Ouais. descendait euh, pour regarder les matchs. J'étais là en 94 quand les Expos avaient vaincu les Braves. Ça avait été une série importante durant la saison 94. Je me souviens que Cliff Floyd avait frappé un coup de circuit qui avait donné l'avance aux Expos, c'est un coup de circuit au champ droit. Puis lorsque la balle a franchi la clôture, tu aurais cru que le toit du La stade olympique allait réaction. sauter. La réaction de la foule, ouais, il y avait 40 000 personnes, plus de 40 000 personnes. C'est vraiment incroyable. Fait que tout ça pour vous dire que j'irai avec Tim Oui, Raines. Parce Avec que Tim Raines, oui. Tim Raines, The Ouais, Rock. Tim Raines, c'est mon joueur. Quand j'ai commencé à suivre les expos, le baseball à l'époque, Tim Raines, c'est mon joueur. Puis c'est pour ça que j'étais content là, il y a quelques années lorsqu'il a finalement été intronisé au temple de la renommée Ouais, à cette 10e du année. baseball. Ouais, exact. Exact. Non, Tim Raines, c'était mon gars. J'aimais son style. J'aimais le fait qu'il était rapide, il volait des buts. Euh, c'est ça, là, il n'y avait pas grand-chose qu'il ne pouvait pas faire sur le terrain le terrain de baseball. Moi, j'ai grandi en regardant ces équipes-là des Expos où les voltigeurs étaient très athlétiques. Les Expos avaient toujours beaucoup de rapidité, hein. Que ce soit les voltigeurs, même les Mhm. joueurs d'avant-champ comme Delano DeShields, c'est un joueur qui volait beaucoup de buts. Fait que moi, j'ai toujours apprécié les joueurs de baseball qui avaient ce style-là, puis sans raison justement de Tim Raines. Ben, moi, je parle Numéro pour 1. Dan aussi. Je pense que c'est ton style qu'on a aimé aujourd'hui, Didier. Ouais. Sérieusement, merci beaucoup pour ta Ah, merci les disponibilité, gars. ta franchise, Ah, ton ben, Merci de honnêteté, ton m'avoir invité. ouverture. Ben, écoute, Non, ben, c'était la merci de plaisir. moindre m'avoir des invité. choses. On a eu du gros fun à jaser. Ah, Salut ben, Didier, excellent. prends soin Écoutez, de moi toi. aussi, j'ai eu du plaisir. Puis ça m'a donné quelque chose à faire aujourd'hui, là. Bon, ben Bon, parfait. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. On se reparle bientôt, mon Didier. Salut. attention à toi. Hey, salut les gars, Ciao. attention à vous. Donc, Didier est toujours présent lorsqu'il est temps de commenter, analyser ou Ouais. parler de football. Vous pouvez notamment le retrouver sur la zone vidéo du rds.ca pour parler de la NFL ou encore de la Ligue canadienne de football. Et de notre côté, ben, on continue à participer avec Balcourbe. Justement, là, il y a un texte que j'ai publié aujourd'hui, mardi. Donc, c'est sur mon road trip de baseball que j'ai fait aux États-Unis en 2019. C'est la 6e partie de 7. C'est le PNC Park de Pittsburgh, un bijou. Et comme à chaque semaine, on vous présente une toune d'un groupe québécois qu'on affectionne particulièrement. Ouais. Cette semaine, un groupe que j'apprécie beaucoup, le groupe LAF, la toune Helium, un rythme très estival que vous allez pouvoir écouter durant tout l'été. Donc voilà, bye tout le monde. Donc, c'est là-dessus qu'on se laisse. Bye tout le monde. Salut Dan. Salut Yann. En apnée, en aéronef, l'acmé de l'anémomètre. Stock dans le même périmètre, à maner, tout le temps du pareil au même. Zone grise, les étoiles vont s'aligner. Sonner à l'idée, j'ai usé ma paire sur la grande route. Zone grise, sur les tours, je suis la cité. Début la musée, fais bouger les pierres sur ma longue route. New wave comme Australopithèque, nanana. Loin d'être à des années-lumière. On a rempli les bibliothèques.